Charlie Chaplin, rien que ce nom évoque instantanément une silhouette inoubliable. Un petit homme vêtu d'un costume trop grand, portant un chapeau melon, une canne de bambou et une moustache minuscule. Pour des générations de spectateurs, il reste l'incarnation du rire universel, du cinéma muet, de la tendresse mêlée à la satire. Mais derrière cette figure comique, derrière ce vagabond maladroit et poétique, se cache un homme complexe, génial, ambitieux, mais aussi entouré de scandales. L'histoire de Charlie Chaplin est celle d'une ascension fulgurante, de la misère la plus noire jusqu'au sommet d'Hollywood, mais aussi celle d'une vie privée tumultueuse, faite de passions controversées, de procès humiliants et d'un exil forcé. Donc dans cette vidéo, nous allons voir l'histoire de Charlie Chaplin. Son histoire commence le 16 avril 1889, dans le quartier de Walworth, une zone pauvre de la capitale britannique. Ses parents, Charles Chaplin Sr. et Anna Chaplin, sont des artistes de music hall, mais leur carrière est fragile et leur vie personnelle instable. Son père est chanteur, mais aussi alcoolique. Très vite, il abandonne la famille. Sa mère, connue sous le nom de scène Lily Harley, est une chanteuse de cabaret à la voix fragile. Elle aime ses enfants, mais sa santé mentale est vacillante. Charlie a aussi un demi-frère aîné, Sidney, qui deviendra plus tard son soutien le plus solide. L'enfance de Charlie est une succession de drames. Sa mère, incapable de subvenir à leurs besoins, sombre peu à peu dans la folie. Elle est internée plusieurs fois en asile psychiatrique. Son père, absent, meurt prématurément, rongé par l'alcool. Charlie et Sidney connaissent la faim, le froid, l'humiliation. À plusieurs reprises, ils sont envoyés dans des foyers pour enfants pauvres. Ces lieux, durs et impersonnels, marquent profondément l'imagination de Charlie. Pourtant, au milieu de cette misère, un soir change tout. Anna, sa mère, se produit sur scène devant un public populaire. Mais soudain, sa voix se brise. Elle ne peut plus chanter. Le directeur du cabaret pousse le petit Charlie, âgé alors là de 5 ans, à monter sur scène. Timide au début, il improvise un numéro de chant et de danse. Contre toute attente, la salle éclate de rires et d'applaudissements. Pour la première fois, il découvre qu'il a le pouvoir de captiver une foule. Ce moment fondateur restera gravé dans sa mémoire. Il sait désormais qu'il veut être artiste. Les années suivantes sont rudes. Chaplin grandit dans les rues, observe les gens, imite leurs gestes, leurs mimiques. Cet œil attentif, cette capacité à reproduire et exagérer les attitudes humaines deviendront la base de son génie comique. Il apprend à survivre, mais aussi à regarder le monde avec une distance ironique. À l'adolescence, Chaplin trouve refuge dans le théâtre. Grâce à son frère Sidney, il entre dans une troupe de pantomime pour enfants. Très vite, il attire l'attention par son expressivité. Son visage, son corps, sa démarche ont quelque chose de naturellement comique et poétique. À 19 ans, il est engagé par la troupe Carnot, dirigée par Fred Carnot, célèbre pour ses comédies burlesques. Avec eux, il apprend l'art du slapstick, ces comédies physiques faites de chutes, de coups et de situations absurdes. En 1910, il part pour une tournée aux États-Unis avec la troupe Carnot. Pour lui, ce voyage est une révélation. L'Amérique est un pays neuf, immense, rempli d'opportunités, contrairement à l'Angleterre figée dans ses classes sociales. Il y sent la possibilité de s'élever. Il fait rire le public américain avec ses numéros muets, notamment un sketch où il joue un ivrogne maladroit. C'est là, lors d'une tournée, qu'il est remarqué par Mack Sennett, fondateur des Keystone Studios. Sennett est le roi des comédies burlesques à Hollywood. Il repère immédiatement le potentiel du jeune Charlie et l'engage. Pour Charlie, c'est le début d'une nouvelle vie. Il quitte le théâtre pour entrer dans l'univers du cinéma. Encore jeune, mais déjà en pleine expansion. En 1914, Chaplin fait ses premiers pas devant la caméra. Au début, il est un acteur parmi d'autres. Mais très vite, il comprend que le cinéma est un art différent. Contrairement au théâtre, chaque geste est amplifié. Chaque regard compte. Il commence à chercher un personnage qui pourrait le distinguer. Et je suis sûr que vous allez le reconnaître. Un jour, en fouillant dans la réserve des costumes, il assemble au hasard quelques éléments. Un pantalon trop grand, une veste serrée, un chapeau melon un peu trop petit, une canne de bambou
et surtout une petite moustache qu'il colle sous son nez. Non, cette moustache n'était pas à lui. Lorsqu'il se regarde dans le miroir, il comprend qu'il vient de créer quelque chose d'unique. C'est ainsi que naît Le Vagabond. Sa première apparition à l'écran avec ce costume est un succès immédiat. Le public éclate de rire devant sa démarche maladroite. Ses regards malicieux, son mélange d'arrogance et de tendresse. Mais surtout, Chaplin apporte quelque chose de nouveau. Il donne une âme à ce personnage comique. Le vagabond n'est pas seulement un clown qui tombe et se prend des coups, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est un pauvre, un marginal, qui essaie de survivre avec dignité dans un monde injuste. Derrière le rire, il y a de l'émotion. C'est ce mélange unique qui bouleverse le public. En quelques mois, Chaplin devient la nouvelle star de Keystone. Ses courts-métrages sont diffusés partout. Il apprend rapidement la mise en scène, observe les caméras, dirige les acteurs. Très vite, il veut contrôler ses propres films. Il commence à écrire, à réaliser, à monter lui-même. Son ambition est immense et il refuse de se contenter de n'être qu'un simple comédien. Dès 1915, il signe avec Essanay, un autre studio, pour un salaire astronomique pour l'époque. L'année suivante, il rejoint Mutual Film où il réalise certains de ses meilleurs courts-métrages comiques, comme The Floor Walker, The Fireman ou The Immigrant. Ces films définissent son style. Des gags visuels brillants, mais toujours une touche sociale. Une critique de la pauvreté, de l'immigration, de l'autorité. À seulement 27 ans, Chaplin est déjà une superstar internationale. Ses films se vendent dans le monde entier. Des millions de spectateurs, des États-Unis à l'Inde, en passant par l'Europe, rient en même temps, au même gag. Il devient le premier acteur véritablement mondial. En 1919, il franchit une étape décisive. Avec Mary Pickford, Douglas Fairbanks et D. Way Griffiths, 3 autres géants du cinéma, ils fondent United Artists. Leur but est simple, échapper au contrôle des grands studios, produire leurs propres films et conserver leur indépendance artistique. Chaplin peut désormais créer sans aucune contrainte. C'est grâce à cette liberté qu'il va tourner ses plus grands chefs-d'œuvre. Au début des années 1920, Charles Chaplin est déjà plus qu'une star. Il est devenu une institution. Dans les journaux, dans les caricatures, sur les affiches, son personnage du vagabond est partout. On le reconnaît à ses chaussures éculées, à son chapeau au melon, trop petit, et à ses petites moustaches qui, à l'époque, n'évoquent encore que le rire. Des enfants imitent sa démarche dans la rue. Des vendeurs de jouets commercialisent des poupées à son effigie. On retrouve son visage sur des boîtes de biscuits, des cartes postales, des figurines. Chaplin est, pour la première fois dans l'histoire du cinéma, une véritable icône mondiale. En 1921, il sort son premier long métrage, The Kid. Dans ce film, Chaplin choisit de raconter une histoire qui va bien au-delà de la comédie burlesque. Il incarne son éternel vagabond, qui trouve un bébé abandonné et décide de l'élever comme son propre fils. L'enfant, joué par Jackie Coogan, développe avec Chaplin une complicité à l'écran d'une intensité bouleversante. Entre deux gags hilarants, le film montre la dureté de la pauvreté, la séparation, l'amour inconditionnel d'un père pour un fils. Le public est bouleversé. The Kid devient un triomphe. C'est l'un des premiers films à prouver que le cinéma peut être à la fois drôle et émouvant, léger et profond. Chaplin n'est plus seulement un comique. Il est désormais reconnu comme un véritable artiste. Il comprend qu'il a trouvé une formule magique, provoquer le rire tout en touchant le cœur. Ses films suivants vont confirmer ce talent unique. En 1925, il réalise The Gold Rush, la ruée vers l'or en français. C'est l'histoire d'un prospecteur solitaire dans le Klondike, confronté au froid, à la faim et à la solitude. Là encore, Chaplin invente des scènes restées mythiques. Le vagabond, affamé, fait bouillir sa chaussure et mange les lacets comme des spaghettis. Ou encore, il plante 2 petits pains sur des fourchettes et les fait danser comme des ballerines, une scène d'une poésie burlesque qui restera dans toutes les mémoires. Le film est un immense succès mondial. Chaplin dira plus tard qu'il aimerait être rappelé par la postérité comme l'homme qui a fait danser les petits pains. En 1931, Chaplin sort City Lights, les lumières de la ville, toujours en français. À une époque, Hollywood est déjà passé au cinéma parlant. Il ose un pari fou, tourner un film muet, accompagné seulement de musique et d'effets sonores. Le public l'attend au tournant. Beaucoup pensent qu'il est dépassé, que sa carrière va s'éteindre avec l'arrivée du son, et c'est totalement logique. Mais Chaplin, lui, croit en son art.
Pour lui, le cinéma muet est universel. Il traverse les langues et les cultures. Et il a totalement raison. City Light raconte l'histoire d'un vagabond qui tombe amoureux d'une jeune fleuriste aveugle. Pour elle, il est prêt à tout, même à se sacrifier. Dans une scène finale, devenue l'une des plus émouvantes de l'histoire du cinéma, la jeune femme, ayant recouvré la vue grâce à l'aide secrète du vagabond, reconnaît son bienfaiteur. Elle prend sa main et dans son regard se mélange la surprise, la reconnaissance et l'émotion. Le public de l'époque pleure en silence. Même aujourd'hui, près d'un siècle plus tard, cette scène bouleverse encore. Chaplin triomphe à nouveau, il prouve qu'il est au-dessus des modes, alors que le cinéma parlant se généralise. Il démontre que le langage universel, les gestes, les regards, les mimiques, est toujours capable de toucher le monde entier. En 1936, il réalise Modern Times, les temps modernes. C'est sans doute son film le plus politique. Le vagabond y est confronté au monde industriel, aux machines qui broient les hommes, à la déshumanisation du travail à la chaîne. Dans la scène la plus célèbre, il est littéralement avalé par les rouages d'une énorme machine, une image devenue un symbole de la condition ouvrière au XXe siècle. Le film dénonce le chômage, la pauvreté, l'obsession de la productivité. Mais il reste drôle, inventif, poétique. Dans la dernière scène, le vagabond marche sur une route avec une jeune femme, symbole d'espoir. Malgré toutes les épreuves, il continue d'avancer. Un sourire aux lèvres, le message est clair. Même face aux injustices du monde moderne, il faut garder l'espoir. Modern Times est un immense succès, mais il suscite aussi des critiques. Certains accusent Chaplin de sympathie socialiste, voire communiste, parce qu'il ose montrer la misère et la révolte des ouvriers. C'est le début d'une image politique qui lui collera à la peau et qui plus tard jouera un rôle dans sa chute. Pendant ces années, Chaplin n'est pas seulement un cinéaste, il devient un mythe vivant. À Paris, à Tokyo, à Buenos Aires, partout où ses films sont projetés, des foules immenses viennent l'acclamer. Des intellectuels comme George Bernard Shaw ou Albert Einstein le considèrent comme un génie. Même les chefs d'État le reçoivent avec honneur. En 1931, lors d'un voyage en Europe, il est accueilli comme un héros. Des dizaines de milliers de personnes se massent dans les rues pour l'apercevoir. Mais cette gloire a un prix. Chaplin est désormais scruté dans sa vie privée. Ses choix, ses amours, ses engagements deviennent des sujets de débat public. Et dans cette vie personnelle, les scandales ne manquent pas. Derrière l'image du vagabond attendrissant, derrière le génie admiré dans le monde entier, Charlie Chaplin est aussi un homme à la vie privée tumultueuse. Si ses films font rire et pleurer, sa vie sentimentale, elle, provoque souvent l'indignation et le scandale, car l'un des aspects les plus controversés de son existence concerne ses mariages et ses liaisons, avec des femmes très jeunes, parfois à la limite de la légalité. En 1918, Chaplin a 29 ans. C'est déjà une immense star du cinéma muet. Les journaux parlent de lui comme de l'homme le mieux payé d'Hollywood. Cette même année, il épouse Mildred Harris, une actrice encore adolescente. Elle n'a que 16 ans, vous imaginez, super tôt. À l'époque, la différence d'âge choque déjà, mais l'Amérique de l'après-guerre est moins stricte qu'elle ne le sera plus tard. Le mariage ne dure pas. Mildred tombe enceinte, mais l'enfant naît malade et meurt au bout de quelques jours. Le couple est brisé. Chaplin, absorbé par son travail, ne parvient pas à offrir l'attention nécessaire. Il divorce en 1920 dans une atmosphère déjà marquée par les tensions et les accusations. Quelques années plus tard, l'histoire semble se répéter. En 1924, Chaplin, âgé de 35 ans, rencontre Lita Grey. Elle aussi est une actrice. Elle n'a que 16 ans quand il la séduit. Cette relation provoque bientôt un scandale d'une ampleur inédite, car lorsque Lita tombe enceinte, Chaplin se retrouve acculé. Pour éviter un procès pour détournement de mineurs, il accepte de l'épouser en urgence. Le mariage est célébré dans la plus grande discrétion, presque en secret. Cette union est un désastre. Lita et Charlie n'ont rien en commun, hormis leurs 2 enfants, Charles Jr. et Sidney. La jeune épouse accuse Chaplin de cruauté mentale, d'humiliation constante, de colère violente. Elle affirme qu'il est obsédé, tyrannique, incapable de fidélité. Le divorce prononcé en 1927 se transforme en une affaire publique gigantesque. Les journaux américains s'emparent de l'histoire. Les détails intimes des accusations humiliantes remplissent les colonnes de la presse à sensation. L'image de Chaplin, jusque-là celle d'un génie comique universel, est entachée. Pour la première fois, l'Amérique commence à douter de son idole. Cette affaire coûte cher financièrement et moralement.
Lita Grey obtient un des règlements de divorce les plus élevés jamais prononcés à Hollywood à l'époque. Chaplin en sort affaibli, mais il continue à travailler, convaincu que son art peut le sauver. Pourtant, sa réputation privée reste entachée par cette histoire. Dans les années 1930, Chaplin connaît une relation plus stable. Il rencontre Paulette Goddard, une actrice de 26 ans. Paulette est différente. Plus mûre que ses précédentes compagnes, elle partage avec Chaplin une complicité artistique. Elle joue dans Modern Times et dans The Great Dictator. Leur relation dure plusieurs années, mais ils ne se marient jamais officiellement. Cette fois, le scandale ne vient pas de l'âge, mais de l'incertitude. Étaient-ils mariés ou non? La presse adore spéculer sur cette ambiguïté. Puis en 1943, Chaplin surprend le monde entier. Il a 53 ans. Il rencontre Oona O'Neill, la fille du grand dramaturge Eugene O'Neill. Oona n'a que 18 ans. Leur différence d'âge choque profondément l'Amérique puritaine dans les années 40. Beaucoup crient au scandale, d'autant que Chaplin a l'âge d'être son grand-père. Eugene O'Neill, furieux, renie sa fille et refuse de lui parler pendant des années. Les journaux s'en donnent à cœur joie. Encore une fois, Chaplin est décrit comme un homme obsédé par les très jeunes femmes. Mais contre toute attente, ce mariage est celui qui durera. Oona et Charlie restent ensemble jusqu'à la mort de l'artiste. Plus de 30 ans plus tard, ils auront 8 enfants, dont la future actrice Geraldine Chaplin. Dans l'intimité, Oona apporte à Chaplin une stabilité qu'il n'avait jamais connue. Mais pour le public de l'époque, l'image est déjà ternie. À travers ces unions, Chaplin est accusé d'immortalité, de libertinage, de cynisme. Ces mariages avec des adolescentes, en particulier celui avec Lita Grey, le marquent d'une réputation sulfureuse dont il ne se débarrassera jamais vraiment. Dans les années 1940, au moment où son engagement politique attire déjà les regards du FBI, ces scandales privés serviront à alimenter la campagne de diffamation qui le frappera en plein fouet. Ainsi, la vie amoureuse de Charlie Chaplin, aussi mouvementée qu'un de ses films, est indissociable de son histoire. Si ses chefs-d'œuvre le placent au sommet du génie artistique, ses choix sentimentaux font de lui un personnage controversé, admiré par certains, attention, mais jugé sévèrement par d'autres. Et bientôt, les scandales privés se mélangeront aux accusations politiques, jusqu'à le transformer en ennemi public dans le pays qui avait fait de lui une star. Au début des années 1940, Charlie Chaplin n'est plus seulement un génie du cinéma comique. C'est une figure mondiale adulée sur tous les continents. Mais avec la gloire vient aussi la responsabilité. Chaplin, qui a connu la misère dans son enfance, ne supporte pas l'injustice. Il s'engage, il prend la parole. Et dans l'Amérique de l'époque, marquée par la peur du communisme et la montée des totalitarismes, c'est chaud à dire en vrai, chaque mot d'un artiste compte. Depuis la fin des années 1930, Chaplin observe avec inquiétude ce qui se passe en Europe. L'ombre du nazisme s'étend. Hitler est arrivé au pouvoir en Allemagne. Mussolini gouverne l'Italie. La guerre menace. Beaucoup d'artistes d'Hollywood préfèrent rester prudents, éviter de prendre position. Chaplin, lui, décide de faire ce qu'il sait faire de mieux, un film. En 1940, sort The Great Dictator. Le dictateur en français, tout le monde l'appelle comme ça, pardon. C'est son premier film intégralement parlant. C'est un pari énorme. Chaplin y joue un double rôle, celui d'un petit barbier juif, victime de la tyrannie, et celui d'Adenoid Inkel, caricature transparente d'Adolf Hitler. La ressemblance est frappante. Même petite moustache, même gesticulation, le film dénonce le fascisme, le racisme, l'antisémitisme, à une époque où les États-Unis ne sont pas encore entrés en guerre. La scène la plus célèbre reste le discours final. Le barbier, confondu avec le dictateur, s'adresse à la foule et prononce un plaidoyer vibrant pour la paix, la liberté et la fraternité humaine, dans un monde au bord du chaos. Chaplin ose utiliser sa voix pour la première fois, et il le fait pour défendre l'humanité. Le succès est immense, mais la controverse aussi. Aux États-Unis, certains applaudissent son courage, d'autres l'accusent de se mêler de politique et de faire de la propagande. En Allemagne, le film est évidemment interdit, quand même. Goebbels, le ministre de la propagande nazie, le considère comme un ennemi personnel. On raconte même qu'Hitler aurait fait projeter le film en privé par curiosité, mais personne ne saura jamais s'il a ri, pleuré ou bouilli de rage. Chaplin, lui, assume. Il dira plus tard: si j'avais su toute l'horreur des camps de concentration, je n'aurais pas pu tourner Le Dictateur. Je n'aurais pas osé tourner une comédie sur cette tragédie. Mais ce film marque un point de non-retour. Dès lors, Chaplin est associé à une image d'artiste engagé.
d'intellectuels qui critiquent les puissants. Dans l'Amérique d'après-guerre, ce sera un fardeau. En 1942, les États-Unis sont en guerre. Chaplin soutient publiquement l'alliance avec l'Union soviétique, alors alliée contre Hitler. Il encourage l'ouverture d'un second front pour soulager l'armée rouge. Mais après la guerre, dans un climat de la guerre froide, ses positions lui vaudront d'être accusé de sympathie communiste. À partir de 1947, la chasse aux sorcières menée par le sénateur McCarthy s'abat sur Hollywood. Des centaines d'artistes, scénaristes, réalisateurs, acteurs sont soupçonnés d'appartenir au Parti communiste ou de le soutenir. Le FBI, dirigé par J. Edgar Hoover, ouvre un dossier sur Chaplin. Pendant des années, ses déplacements, ses discours, ses fréquentations sont surveillés. En parallèle, sa vie privée continue d'alimenter les polémiques. En 1943, il est poursuivi pour paternité illégitime par l'actrice Joan Barry. Elle affirme que Chaplin est le père de son enfant. Les tests sanguins prouvent pourtant qu'il ne peut pas en être le géniteur. Mais la justice américaine de l'époque n'accepte pas ce type de preuve scientifique. Chaplin est donc officiellement déclaré père, obligé de subvenir aux besoins de l'enfant. La presse s'empare du scandale. Les titres des journaux sont impitoyables. Chaplin, l'immoral, le libertin d'Hollywood. En 1952, Chaplin part en voyage en Europe pour présenter son nouveau film, Limelight, les feux de la rampe. Mais alors qu'il est en mer, le gouvernement américain prend une décision radicale. On évoque son permis de retour. En clair, Charlie Chaplin, l'un des plus grands artistes du siècle, est banni des États-Unis. L'annonce choque tout le monde. Des foules immenses l'accueillent en Angleterre, en France, en Suisse. Mais pour Chaplin, c'est un déchirement. L'Amérique était son pays d'adoption, le lieu de sa gloire, et elle vient de le rejeter. À partir de là, il s'installe en Suisse, dans un manoir au bord du lac Léman. Il ne remettra plus jamais les pieds à Hollywood pendant plus de 20 ans. Ainsi, l'homme qui avait fait rire et pleurer le monde entier est devenu, aux yeux de son pays d'accueil, un paria. Ses engagements politiques, ses scandales privés et ses choix amoureux ont fini par l'emporter sur son génie artistique. Et même en exil, Chaplin n'avait pas dit son dernier mot. Alors je viens de le dire, Charlie Chaplin vient d'être banni des États-Unis, mais c'est un coup terrible pour lui. Et sa femme et ses enfants s'installent définitivement en Suisse, dans un magnifique manoir au bord du lac, à Courcy-sur-Vevey. Cette demeure deviendra son refuge, son exil doré, mais aussi sa prison volontaire. Malgré tout, Chaplin ne cesse pas de créer. Son film Limelight, les feux de la rampe, réalisé en 1952, est une œuvre profondément mélancolique, presque prophétique. Il y joue le rôle d'un vieux clown déchu qui aide une jeune danseuse à retrouver confiance en elle. L'histoire résonne dans sa propre vie, celle d'un artiste vieilli, rejeté par le public, mais qui continue à croire en l'art. Limelight est interdit de sortie aux États-Unis à cause du bannissement de Chaplin. Ce n'est que 20 ans plus tard que le film sortira enfin et qu'il recevra l'Oscar de la meilleure musique originale en 1973. En Suisse, Chaplin se consacre à sa famille. Avec Una, il a 8 enfants, dont Géraldine, qui deviendra elle-même une actrice reconnue. Le couple vit une vie relativement discrète, loin des projecteurs. Chaplin écrit, réfléchit et entreprend encore quelques projets de cinéma. En 1957, il tourne A King in New York, un roi à New York. C'est un film satirique, virulent, dans lequel il critique ouvertement l'Amérique, le macatisme, la société de consommation et l'obsession du pays pour les scandales. C'est sa vengeance artistique, son cri contre l'injustice qu'il a subie. Mais le film est mal accueilli, jugé trop amer, trop politique. Aux États-Unis, il reste invisible pendant des décennies. En 1967, Chaplin réalise son dernier film, A Countess from Hong Kong, la comtesse de Hong Kong, avec Sophia Loren et Marlon Brando. Ce devrait être un grand retour, une comédie romantique élégante, mais ce film est un échec critique et commercial. Marlon Brando se plaint de l'autoritarisme de Chaplin sur le plateau, et le public ne retrouve pas la magie du vagabond. C'est une sortie de scène ratée pour un artiste habitué au triomphe. À partir de là, Chaplin s'éloigne définitivement du cinéma. Sa santé décline, il subit plusieurs attaques cérébrales, perd peu à peu ses forces, mais conserve son esprit vif. Pendant ce temps,
Le regard du monde change. Les années 1960 et 1970 vont émerger une nouvelle génération de cinéphiles et de critiques qui redécouvrent son génie. On ne parle plus de Libertin, de l'homme banni, mais du créateur du Vagabond, de l'inventeur de chefs-d'œuvre comme Les Temps modernes et de Dictateur. En 1972, un événement incroyable se produit. Hollywood invite Chaplin à revenir pour une cérémonie spéciale, lui remettre un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Chaplin a alors 83 ans. Il est parvenu en Amérique depuis plus de 20 ans. Hésitant, il accepte. Son retour à Los Angeles est triomphal. Le public l'accueille avec une ovation de plus de 12 minutes. La plus longue de toute l'histoire des Oscars. Les stars, les producteurs, les spectateurs se lèvent pour saluer ce génie. Longtemps rejeté, enfin réhabilité. Chaplin, ému, aux larmes, balbutie quelques mots de gratitude. Ce soir-là, l'Amérique pardonne et Chaplin retrouve sa place au panthéon du cinéma. Après cette réconciliation, Chaplin retourne en Suisse, où il passe ses dernières années. Il continue à recevoir des honneurs, à être célébré dans le monde entier. En 1975, la reine Elisabeth II le fait chevalier, lui conférant le titre de Sir Charlie Chaplin. Mais la vieillesse pèse lourd. Chaplin est désormais cloué dans un fauteuil roulant, entouré de ses enfants et de son épouse Una. Il meurt paisiblement le 25 décembre 1977, le jour de Noël, à l'âge de 88 ans. Même sa mort sera marquée par un ultime scandale, digne d'un scénario hollywoodien. Quelques mois plus tard, son cercueil est dérobé par deux malfaiteurs qui espéraient obtenir une rançon. L'affaire fait la une des journaux. Finalement, la police retrouve le corps et Chaplin est réenterré dans un caveau de béton pour éviter toute nouvelle profanation. Ainsi s'achève la vie de l'un des plus grands artistes du XXe siècle, une existence faite de couloirs et de scandales, d'innovation et de polémiques, de triomphe et d'exil. Chaplin a été adulé, puis rejeté, condamné, puis réhabilité. Mais au-delà des controverses, son œuvre demeure universelle et intemporelle. Aujourd'hui encore, le Kid, les Temps modernes ou le Dictateur continuent de toucher les générations entières. Et derrière le scandale, c'est l'image éternelle du vagabond, ce petit homme à la canne et au chapeau melon qui traverse l'histoire du cinéma et des émotions humaines. Et voilà, c'était l'histoire incroyable de Charlie Chaplin, entre génie, scandale et rédemption. Si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines grandes histoires du cinéma ou des prochains fan trailers. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout, prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.